Maître Pierre Lursa, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Nous avons sollicité en tant que juriste impliqué dans ce qui se passe dans la vie politique en Israël, justement pour parler de ce bras de fer qui, on va dire, ne cesse de s'amplifier entre le pouvoir politique et le pouvoir juridique, entre l'échelon exécutif ou parlementaire et le pouvoir, on va dire, l'échelon juridique, avec en particulier cette dernière décision ou intention de la Cour suprême d'essayer de déterminer si oui ou non Binyamin Netanyahou pourra, selon la loi, former un gouvernement au lendemain des élections, si bien entendu il en avait la capacité électorale. La Cour suprême a décidé, on va dire, de jeter un petit pavé dans la mare, ou un grand pavé, vous allez nous le dire. Est-ce que c'est une fois de plus une forme d'autisme de la part de la Cour suprême de ne pas comprendre qu'elle est dans une situation, qu'il y a une situation, un contexte extrêmement tendu aujourd'hui entre les deux échelons? Alors oui, d'abord je voudrais dire deux choses préalables. Une remarque préalable, c'est que effectivement c'est un bras de fer politique entre ce que vous avez appelé l'échelon juridique ou le pouvoir juridique, ou plutôt le pouvoir judiciaire, mais dans une démocratie authentique, il n'y a pas vraiment de pouvoir judiciaire. Il y a un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif, et le judiciaire, c'est juste une autorité qui est là pour réguler. Mm-hmm. Et c'est pas, le terme de pouvoir n'est pas a priori. Et par ailleurs, ceux qui parlent au nom du droit, c'est pas parce qu'ils parlent au nom du droit, comme le font le procureur du gouvernement ou la Cour suprême, qu'ils disent le droit. Et c'est deux choses différentes. Et ils jouent sur cette ambiguïté parce que, quelque part, ils abusent un petit peu, je dirais, l'opinion publique, parce qu'ils s'expriment au nom du droit. Mais finalement, le droit, il appartient à tout le monde. Il appartient en premier lieu à la Knesset. Parce que qu'est-ce qui dit le droit dans un État démocratique? C'est la Knesset qui légifère. Et finalement, l'enjeu de ce nouveau bras de fer, c'est de savoir à qui appartient le dernier mot. Et dans une démocratie authentique, le dernier mot appartient au peuple. Le dernier mot appartient au peuple, effectivement, mais aujourd'hui, la question que l'on se pose, c'est toujours comment on en est arrivé là. Comment peut-on expliquer qu'aujourd'hui, il y ait tellement à tous les niveaux? Alors, il y a une époque où on ne parlait que de la Cour suprême, justement, et de son caractère monolithique. Et aujourd'hui, c'est le parquet, c'est à tous les échelons. On a le sentiment qu'il y a une remise en cause, on va dire, de l'échelon juridique, par beaucoup de responsables, on va dire aujourd'hui les responsables politiques de la droite israélienne, ou en particulier ceux qui sont proches de Binyamin Netanyahou. Oui, aujourd'hui, je dirais que les choses sont beaucoup plus claires encore qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde s'aperçoit qu'on ne peut pas continuer sur cette voie-là, parce que si on continue, si on laisse les juges et les procureurs continuer sur cette voie, alors ce ne sera même plus la peine de tenir des élections, parce que finalement, c'est eux qui décideront. Et c'est un petit peu le sentiment que j'ai eu quand j'ai vu le titre du journal: la Cour suprême va décider est-ce que Netanyahou peut constituer un gouvernement. Eh bien non, la Cour suprême n'a rien à dire. Et si elle était fidèle, je dirais, à sa vocation, et fidèle aussi aux lois fondamentales qui régissent les institutions en Israël, eh bien elle aurait dit immédiatement que ce n'était pas à elle de le faire. Comme elle le dit sur bien des sujets, il y a beaucoup de sujets sur lesquels la Cour suprême déclare qu'elle n'est pas compétente. Et là, c'est un sujet sur lequel elle n'a aucune compétence. Et effectivement, aujourd'hui, ça devient de plus en plus flagrant. Et c'est pas seulement la droite qui aujourd'hui se révolte contre cet abus de pouvoir, mais je dirais, c'est tous ceux qui ont en vue le salut de la démocratie. Alors, il y a la Cour suprême, il y a aujourd'hui le conseiller juridique du gouvernement, qui est aussi sous le feu des critiques après sa décision d'inculper Binyamin Netanyahou. Vous avez le sentiment que ce qui est en train de se passer risque de remettre en cause, on va dire, les instances, on va dire, étatiques, et cette fameuse séparation des pouvoirs? Est-ce que vous ne craignez pas que tout ce qui est en train de se passer, tout ce qui est en train de se dire, de part et d'autre, eh bien, ne porte un coup fatal, on va dire, à certains de ces pouvoirs, ou en tout cas de ces instances, c'est-à-dire comme par exemple le parquet israélien, qui est bien, on va dire, bien critiqué aujourd'hui?
Eh bien, je dirais qu'on approche de l'instant de vérité et que effectivement, il va falloir qu'on nettoie les écuries d'Augias, que le parquet fasse son propre. Il faut faire le ménage parce que on peut pas continuer avec ce que quelqu'un appelait la praklitout, Betor praklitout, c'est le ministre Ohana, je crois, qui a dit. Il y a un procureur au sein, il y a un cabinet du procureur. Au sein du cabinet du procureur, il y a un pouvoir, ce que d'autres appellent le deep state, l'état profond, et on ne peut pas continuer avec ça. Aujourd'hui, il faut effectivement qu'on rétablisse les règles très claires qui régissent la séparation des pouvoirs en Israël et qui ont été contestées, qui ont été controversées depuis déjà une vingtaine d'années, depuis le début de la révolution constitutionnelle. Et on n'a peut-être pas le temps de faire tout l'historique, mais ce qu'on vit aujourd'hui, je dirais, ce sont les ultimes aboutissements de ce qui a commencé lorsque le juge Barak a octroyé à la Cour suprême des pouvoirs que la loi ne lui donnait pas. C'est juste pour, effectivement se replonger dans l'histoire, la cause principale de cette ingérence, on va dire, du pouvoir juridique dans le pouvoir politique, c'est d'où il vient. Est-ce qu'il vient d'une forme d'une sorte d'élitisme qui tend à dire que, eh bien, par exemple, la droite israélienne, qui était effectivement au pouvoir à cette époque et qui est toujours au pouvoir assez massivement, bien, ne pouvait pas guider les affaires du pays comme l'aurait fait, par exemple, la gauche ou les libéraux? Absolument. Une des racines de ce problème, effectivement, c'est cet esprit élitiste et qui est tout à fait évident quand on lit les textes du juge Barak, qui, je répète, c'est lui le théoricien de tous ces événements dont on vit aujourd'hui les ultimes conséquences. Effectivement, il y a un mépris affiché pour le peuple. Par exemple, quand il parle du test Bouzaglou, pour lui, Bouzaglou, c'est vraiment le Dupont, et Dupont qui, on va pas confier à Bouzaglou le sort du pays. Il faut que ça soit des juges éclairés, comme il le dit. C'est-à-dire que, aux yeux d'une certaine frange de cet establishment judiciaire, les juges et les procureurs sont mieux à même de décider pour le peuple ce qui est bon pour le peuple. Alors, on n'est plus dans la démocratie, mais dans ce cas-là, qu'ils le disent carrément. Si effectivement, on n'est pas obligé de soutenir un régime démocratique, il y a des gens qui pensent qu'il faudrait mieux qu'on ait un gouvernement des juges, mais qu'ils le disent. Et le juge Barak, lui, au moins, avait le mérite de le dire clairement. Il était pour un gouvernement des juges. Il est toujours pour un gouvernement des juges. Mais si on est attaché à la démocratie, alors effectivement, il faut qu'on remette les choses en ordre. Il faut qu'on rétablisse la séparation des pouvoirs. Et quand je dis séparation des pouvoirs, il faut aussi qu'on remette à sa place cette espèce de pouvoir judiciaire qui n'a pas de lieu d'être dans une véritable démocratie. Si vous relisez les textes fondateurs de tous les pères fondateurs de la démocratie en Europe et en Amérique, il y a un pouvoir exécutif, il y a un pouvoir législatif, mais il n'y a pas à proprement parler de pouvoir judiciaire. Les juges doivent rester dans leurs tribunaux et ne pas outrepasser leurs compétences. Alors, justement, d'un côté, on critique pas mal en Israël, dans certains milieux, en particulier dans la droite nationaliste, même dans les milieux religieux ou orthodoxes. On critique l'action, on va dire, militante de la Cour suprême ou même du parquet. Mais d'un autre côté, il faut bien avouer que sur le plan international, la Cour suprême israélienne est considérée comme l'une des cours les plus libérales et les plus avancées et les plus reconnues pour son professionnalisme à travers le monde. Et quelque part aujourd'hui, lorsque par exemple l'État d'Israël pourrait être mis sur le banc des accusés devant le tribunal pénal international de La Haye, eh bien peut-être que ça peut aussi servir d'avoir une Cour suprême qui a un certain prestige dans la communauté internationale, on va dire juridique. Oui, je crois que ce prestige serait très vite dissipé lorsque on fera face à une autre justice qui, elle, a vraiment, pour le coup, plus rien à voir avec le droit et qui est entièrement politisée. Et c'est pas la Cour suprême qui va nous protéger contre la Cour internationale de La Haye. Et quant à la réputation de la Cour suprême, elle a surtout la réputation d'être une des cours les plus activistes au monde, ce qui n'est pas forcément un compliment. Il y a beaucoup de gens qui ont dénoncé le danger de l'activisme judiciaire en dehors d'Israël, aux États-Unis et en Europe. Effectivement, c'est pas un problème purement israélien, mais en Israël, on a été, comme dans d'autres domaines, beaucoup plus loin que les autres. On a été vraiment, je dirais, on a atteint là un point de non-retour, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans cette crise institutionnelle. Alors, pour revenir à la décision, en tout cas à l'intention de la Cour suprême de se mêler de ce cas de figure selon lequel Benyamin Netanyahou pourrait ou ne pourrait pas former un gouvernement le lendemain des élections, on a vu hier même des responsables de la gauche israélienne, des gens comme Ofer Shelar, se prononcer contre une ingérence de la Cour suprême. Votre avis est qu'est-ce qui peut se passer si la Cour suprême devait effectivement statuer sur ce cas-là, comme elle l'a fait d'ailleurs en 1993, au début de la révolution
Barak, en modifiant la loi à propos du statut des ministres qui étaient inculpés et les obligeant à démissionner. Est-ce que vous pensez qu'une décision, une implication de la Cour suprême dans ce processus, eh bien, risque d'avoir un effet on va dire, de provoquer une explosion, on va dire, dans l'opinion publique israélienne? Oui, il faut espérer que effectivement aujourd'hui les choses vont se faire au grand jour et non plus en catimini comme à l'époque où les lois fondamentales ont été votées au milieu de la nuit par 40 députés ou par 20 députés. Aujourd'hui, il faut que les choses se fassent au grand jour et même s'il doit y avoir un affrontement, il faut que cet affrontement ait lieu au grand jour. Et si la Cour suprême devait persister dans son erreur et dans son arrogance, eh bien il faudra que quelque part la classe politique effectivement et que je dirais les députés de tous les partis qui comprennent ce danger s'unissent pour mettre un holà et pour dire que le dernier mot appartient au peuple et que c'est ça l'essence même de la démocratie. Eh bien, Maître Pierre Lursa, merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir aidé à mieux comprendre un peu cette ingérence ou volonté d'ingérence de la part de la Cour suprême dans le processus électoral actuel qui est en cours. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée. Chag Sameach. Merci à vous, Chag Sameach.